Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Nous sommes sûrement très nombreuses et nombreux à avoir suivi, dans la presse, sur les réseaux sociaux ou à la télé, ce qu'on a appelé le procès des viols de Mazan. La couverture médiatique importante dès l'ouverture du procès a pris une ampleur incomparable après la décision de la victime, Gisèle Pelicot, de refuser le huis clos. En acceptant que le procès soit public, elle a permis qu'il soit relayé quasiment minute par minute. On a ainsi pu apprendre le nom des agresseurs, leur vie, on a aussi entendu les témoignages de leurs proches, mais surtout les témoignages de Gisèle Pelicot, figure principale de ce procès. Et vous allez voir que si dans la presse elle était présentée comme la première actrice de l'affaire, elle a en réalité eu une position très difficile. Déjà parce qu'il s'agissait de la victime dans un procès pénal, et on sait combien leur place est compliquée. Ensuite parce que c'était la victime de violences sexuelles, et sur ce point, il y avait deux extrêmes. D'un côté, la personne la plus proche dans sa vie, celle en qui elle avait une absolue confiance, c'est-à-dire son mari, Dominique Pelicot, qui a profité d'elle pendant des années, et de l'autre côté, une succession d'inconnus, d'hommes qu'elle ne connaissait pas et qui ont abusé d'elle. Et enfin, c'était un procès très particulier, parce qu'il a aussi permis au public de voir à quel point la défense pénale d'un violeur pouvait être abjecte. On a tout entendu de la part des avocats des accusés. Dans cet épisode, je vais revenir sur l'avant-procès et le procès en lui-même, mais aussi sur l'après. En effet, quelques mois sont passés depuis le verdict, et il est légitime aujourd'hui de se demander les leçons qu'on a tirées de cette affaire, mais aussi ce qu'on peut changer pour mieux appréhender les violences sexuelles. L'affaire dite des viols de Mazan débute en réalité en 2020. En pleine pandémie du Covid, Dominique Pelicot, un homme de 67 ans, se rend dans un supermarché de Carpentras. C'est une journée assez calme, l'homme marche dans les rayons, il fait ses courses en tenant son téléphone dans sa main. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, on est très nombreux à avoir notre téléphone scotché à nous en toutes circonstances. Au moment des faits, on est au début du mois de septembre et on est à Carpentras. On est donc dans le sud, il fait chaud, et la plupart des femmes qui se trouvent au supermarché portent des jupes ou des robes. La vigile qui surveille les caméras de surveillance du supermarché remarque rapidement quelque chose d'étrange. Dominique Pelicot s'approche beaucoup des femmes dans les rayons, et on dirait qu'il est en train de tenir son téléphone, de manière à filmer sous les jupes et sous les robes. Alors au début, elle n'est pas sûre, elle se dit qu'elle se fait peut-être des films, ou bien c'est juste un hasard. Elle attend un peu, et elle voit l'homme de 67 ans adopter ce comportement auprès d'une première femme, puis d'une deuxième, d'une troisième, et elle se rend à l'évidence. L'homme est effectivement dans le supermarché pour filmer sous les jupes des femmes à l'aide de son téléphone. Elle demande alors à son collègue vigile également d'intervenir, alors que Pelicot en est à sa 4e victime. La vidéo de la confrontation a été partagée par Le Parisien, puisque tout a été filmé justement par le téléphone de Dominique Pelicot, qui était en mode caméra tout le long. Le vigile confronte Pelicot et en même temps, il informe la victime. Rapidement, il appelle la police afin que l'homme soit interpellé. Sur la vidéo, on entend aussi le vigile insister plusieurs fois auprès de la victime en lui disant qu'il faut absolument qu'elle porte plainte. Et quand on sait ce qu'il s'est passé par la suite, on ne peut que remercier le courage de ces deux vigiles. Les policiers arrivent, Dominique Pelicot est placé en garde à vue. L'infraction qui peut lui être reprochée à ce moment-là est en réalité un délit mineur. En effet, c'est ce qu'on appelle l'obscurting en anglais, c'est-à-dire le fait de filmer les parties intimes d'une personne sans son consentement. Ce délit est prévu à l'article 226-3-1 du Code pénal et il est sanctionné de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc sur l'échelle des violences sexuelles, ce n'est pas le délit le plus gravement puni. L'enquêteur de police qui s'occupe du dossier décide de procéder à une mesure qui sera l'autre point de départ de l'affaire. Il saisit le matériel informatique de Dominique Pelicot. Alors quand il le fait, en réalité c'est dans l'objectif de chercher d'autres vidéos qu'il aurait prises, afin de savoir si c'était la première fois qu'il filmait sous les jupes des femmes, ce qui en soi était peu probable mais bon, possible, ou bien savoir s'il commet les faits depuis des années et enregistre peut-être les vidéos qu'il prend sur son matériel informatique, notamment ses ordinateurs, ses disques durs. Il faut savoir que dès le moment où il a été arrêté et placé en garde à vue, il en a parlé à son épouse qui se prénomme Gisèle. Les deux se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans et ils sont mariés depuis plus de 50 ans. Il lui avoue avoir filmé sous les jupes des femmes, selon lui parce qu'elles lui manquaient, et qu'il avait des envies sexuelles qui n'étaient pas assouvies, puisqu'à cette période Gisèle était en déplacement. C'est très difficile pour elle d'entendre tout ça, mais elle décide de lui pardonner. En plus de ça, le couple a une histoire un peu tumultueuse. Il y a des années, Gisèle a connu une relation extra-conjugale avec un autre homme. Dominique l'a découvert et ils ont malgré tout décidé de rester ensemble. Mais depuis cette histoire, elle s'en veut énormément
et elle est très reconnaissante à son époux d'avoir su lui pardonner. Selon ses propres mots, cette culpabilité va jouer au moment où elle décide de pardonner à son époux. L'enquête se poursuit et pendant plusieurs semaines, Dominique Pellicot n'est pas inquiété, il n'a pas de nouvelles de la part des policiers qui ont saisi ses biens. Mais en novembre 2020, soit près de 2 mois après les faits, il est convoqué, lui, ainsi que sa femme Gisèle, au commissariat de police de Carpentras. Alors Gisèle, elle est un peu étonnée de cette convocation puisqu'en soi l'affaire ne la concerne pas et les questions vont se multiplier lorsqu'elle est auditionnée par les policiers. Ces derniers lui demandent si tout se passe bien avec Dominique, s'ils ont une relation normale, si dans l'intimité tout se passe bien et si elle a confiance en son mari. À toutes ces questions, elle répond que oui, tout se passe bien et que oui, elle a confiance en son mari. Le policier qui mène l'audition la prévient alors. Il va lui montrer des photos et des vidéos qui risquent de la choquer. Et il l'informe que son mari est soupçonné de lui avoir administré des substances afin de l'endormir dans le but de la violer. Mais il n'est pas le seul à avoir commis ces viols. Sur les photos et les vidéos retrouvées sur les ordinateurs de Dominique, on voit d'autres hommes abuser de Gisèle qui est endormie dans le lit conjugal. Évidemment, face à ces révélations, Gisèle est d'abord complètement incrédule et elle se dit que c'est impossible, que les policiers se trompent. Et rapidement, elle doit se rendre à l'évidence et accepter ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, puisque tous les abus sexuels ont effectivement été filmés par Dominique Pellicot. Alors il faut revenir un peu en arrière pour comprendre comment les policiers ont découvert tout cela. Au moment où le matériel informatique de Dominique Pellicot est saisi, comme je vous l'avais dit, les policiers sont à la recherche d'autres vidéos. Mais à ce moment-là, ils pensent à d'autres vidéos prises sous les jupes de femmes. Sauf qu'ils découvrent quelque chose qui est encore pire. Alors déjà, Dominique Pellicot se rend très souvent sur le site Coco. C'est un site de rencontre qui est très controversé, pas le genre de site de rencontre classique auquel on pense, c'est pas Mythique ou Tinder. Déjà à ce moment-là, le site Coco fait parler de lui parce qu'il est très peu régulé et on y trouve des profils très inquiétants. Par exemple, en mai 2024, un homme a été assassiné après un guet-apens organisé sur le site Coco. De jeunes garçons de 15 et 16 ans ont créé un profil d'adolescente afin de donner rendez-vous à un homme de 22 ans qui se nomme Philippe Kopman, pour le piéger et pour se venger parce qu'il considérait que Kopman était un pédophile puisqu'il a accepté le rendez-vous d'une fille mineure. Et sur le site Coco, on voit que ça tourne souvent autour des mêmes sujets, le trafic de stupéfiants, l'homophobie, le sexe, mais concernant le sexe, c'est pas n'importe quelle pratique. On parle de proxénétisme, de pratiques déviantes, de pédophilie, enfin bref, le pire de ce qu'on peut trouver sur un site de rencontre anonyme. D'ailleurs, en juin 2024, le site a été fermé et son fondateur a été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, complicité de détention et diffusion d'images pornographiques et corruption de mineurs. Et c'est sur ce site que Dominique Pellicot a créé un salon de chat qu'il a nommé À son insu, où il proposait à des hommes de se rendre à son domicile pour avoir des relations sexuelles avec son épouse qui à ce moment-là serait complètement endormie. Sur les ordinateurs, les policiers découvrent aussi des centaines de photos et de vidéos de Gisèle qui est sédatée, allongée dans son lit. Alors je ne veux pas entrer dans les détails et porter atteinte à la dignité qui est due à la victime, mais sur les images on la voit complètement endormie, parfois on l'entend ronfler, elle ne réagit pas, elle ne se réveille pas. Et sur ces vidéos, on voit Dominique la violer, la toucher, l'agresser sexuellement alors qu'elle est incapable de réagir. Mais on voit aussi d'autres hommes faire exactement la même chose. Eux aussi, ils sont en train de violer Gisèle, de la toucher, d'abuser de son corps endormi. Et tout ça alors que Dominique est en train de filmer. Parfois, on l'entend même donner des consignes. Il leur dit de faire attention, de faire doucement pour ne pas la réveiller. Au total, sur les vidéos, les policiers arrivent à compter près de 70 hommes différents qui se sont succédés au domicile des Pellicot pour abuser sexuellement de Gisèle. Il leur revient maintenant la lourde tâche d'identifier et d'arrêter tous les violeurs que l'on voit sur les images. Les vidéos montrent des faits qui se sont déroulés de juillet 2011 à octobre 2020, soit après les faits de vidéo sous les jupes au supermarché de Carpentras. Évidemment, ça ne veut pas dire que les faits se limitent à ces dates, ça veut simplement dire que Dominique Pellicot a commencé à enregistrer à ce moment-là. Toujours est-il que ce qu'on voit sur les images tombe sous le coup de plusieurs qualifications pénales, des viols aggravés et des agressions sexuelles aggravées. Sur les photos, on voit aussi Caroline Darian, qui est la fille du couple Pellicot. Il y a des photos d'elle en sous-vêtements, elle semble inconsciente, en tout cas elle ne sait pas qu'on est en train de la prendre en photo. Le jour même, Dominique Pellicot est placée en garde à vue pendant que son épouse se trouve dans une pièce à côté avec les policiers. Et 2 jours plus tard, soit le 4 novembre 2020, il est placé en détention provisoire. Alors qui est Dominique Pellicot ? À ce moment-là, il y a assez peu d'informations qui circulent. On sait juste que c'est un retraité de 70 ans environ. Lui et Gisèle ont eu 3 enfants, et il est par ailleurs grand-père. Déjà à cette époque, il y a des articles à propos des faits, mais Dominique Pellicot n'est pas encore désigné nommément, on l'appelle Dominique P, ou bien on parle tout simplement d'un habitant de Mazan. Concernant Gisèle, cela fait très longtemps qu'elle rencontre des problèmes de santé particuliers qu'elle ne comprend pas. Elle se sent souvent très mal, elle a mal à la tête, elle s'endort en pleine journée.
Parfois, elle a d'importantes pertes de mémoire, et elle rencontre également des douleurs gynécologiques qu'elle n'arrive pas à expliquer. Ses enfants racontent que lorsqu'ils appelaient leur mère, elle ne se souvenait pas des conversations qu'ils avaient eues la veille. Parfois, elle se réveille en plein milieu de la journée, alors qu'elle ne se souvient pas s'être endormie. Et dans ces moments-là, c'est son époux Dominique qui la rassure en lui expliquant qu'elle s'est endormie, qu'il s'est occupé d'elle et qu'il l'a mise au lit. Elle se pose beaucoup de questions, donc elle voit de nombreux médecins, dont des neurologues, mais personne n'est en mesure d'expliquer ce qui lui arrive. Le pire dans tout ça, c'est que c'est son époux parfois qui prend rendez-vous et qui l'accompagne. Il assiste à la détresse de Gisèle qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et ses proches commencent même à penser qu'elle souffre d'une forme de démence ou d'Alzheimer. Mais au cours de l'enquête, Gisèle Pelicot va évidemment comprendre ce qui lui arrivait. Depuis des années, son époux lui administre des somnifères très puissants afin de l'endormir. Les experts diront que par moments, son état était proche du coma, ce qui explique ses endormissements soudains, le fait qu'elle ne se souvienne pas de certains moments de la journée. Dès le moment où Gisèle Pelicot apprend cela, elle prend la décision de demander le divorce et de déménager. Au moment de l'ouverture du procès devant la cour criminelle du Vaucluse en septembre 2024, 51 accusés comparaissent, dont son époux, Dominique Pelicot. Ce qui veut dire qu'il y a près d'une trentaine d'hommes qui n'ont pas été identifiés, alors qu'on les voit sur les images. Pour ceux qui comparaissent devant la cour d'assises, ils sont présentés comme des hommes tout à fait ordinaires. Dans l'imaginaire collectif, on pense encore le viol comme quelque chose qui arrive aux femmes le soir, dans une ruelle sombre, par un inconnu, ce qui est une représentation tout à fait faussée du viol. La plupart des abus sexuels sont commis par un proche, c'est un conjoint, un membre de la famille ou encore un ami. Dans le cas des viols de Mazan, ils sont à l'initiative de l'époux de la victime. Les accusés sont des hommes âgés de 26 à 73 ans, pour la plupart insérés socialement. Parmi les accusés, on retrouve des pompiers, des journalistes, des militaires. Ils sont tous décrits par les experts psychologues comme ne présentant aucune pathologie, ils étaient donc tous conscients de ce qu'ils faisaient. Par contre, on remarque rapidement au fil du procès que pour certains d'entre eux, ils ont vécu de l'inceste ou bien des agressions sexuelles dans leur jeunesse. Et en tout cas, ils sont assez nombreux à avoir grandi dans un climat malsain, ce qui peut expliquer ce qu'ils sont devenus par la suite, même si évidemment ça ne l'excuse pas. Et c'est aussi le cas de l'accusé principal, Dominique Pelicot. Pour commencer, sa mère a d'abord eu des enfants avec André Pelicot, avant de se marier à Denis Pelicot, le frère d'André et le père de Dominique. Et lorsqu'il était jeune, les parents de Dominique ont accueilli chez eux un enfant de la DAS. Lors du procès, Dominique Pelicot dit qu'il soupçonne son père d'avoir violé la jeune fille. Il dit aussi avoir été victime d'un viol par un infirmier lorsqu'il avait 9 ans. Concernant les 50 autres accusés, 23 ont déjà été condamnés par la justice, et chez 5 d'entre eux, on a retrouvé des images pédopornographiques. Certains se sont rendus au domicile des Pelicot une seule fois, d'autres plusieurs fois. Tous ont reçu des consignes très précises de la part de Dominique Pelicot. Ils devaient se garer loin de la maison, ils ne devaient pas porter de parfum pour ne laisser aucune odeur sur Gisèle. Lors de leur arrivée dans la maison, ils devaient se déshabiller dans la cuisine et devaient chuchoter pour ne pas réveiller la victime. Ce qui est assez étonnant lors du procès, c'est que certains sont défendus par leurs proches. Les épouses, les enfants des accusés viennent témoigner à la barre pour dire qu'ils pensent leur père ou leur mari complètement innocent et incapable d'avoir violé quelqu'un. Et pour 35 des accusés, ils adoptent une défense très particulière. Ils disent qu'ils ne savaient pas que la femme était inconsciente, qu'ils pensaient qu'ils allaient participer au jeu sexuel d'un couple où la femme est endormie et c'est l'homme qui contrôle tout. Mais cette défense très rapidement va être remise en question. Déjà, Dominique Pelicot confirme que tous s'engageaient à imposer une relation sexuelle à une femme inconsciente. Il a dit au procès « Je suis un violeur, comme tous ceux concernés dans cette salle. Il ne pouvait pas ne pas savoir. » Et par définition, puisqu'elle était inconsciente, elle était incapable de consentir, de dire qu'elle était d'accord pour cette pratique. D'autres ont dit que comme Dominique Pelicot avait consenti, ils ont présumé le consentement de Gisèle, mais là encore une fois, c'est une défense qui est ahurissante. Personne ne peut consentir à notre place, et évidemment pas notre époux, puisque le consentement appartient à chaque personne. Après des semaines de procès, le verdict est rendu en décembre 2024. Tous les accusés sont condamnés pour des faits de viol et d'agression sexuelle aggravée, à des peines allant de 3 à 20 ans de réclusion criminelle. Certaines peines sont assorties d'interdiction d'exercer auprès d'enfants, d'une obligation de suivi socio-judiciaire ou encore d'une obligation de soins. L'accusé principal, Dominique Pelicot, est condamné à la peine la plus lourde qu'il encourait, soit 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des 2/3. Et il décide de ne pas faire appel, contrairement à 10 autres accusés. Il y aura donc un deuxième procès des viols de Mazan, qui est prévu en novembre 2025. Il faut maintenant évoquer l'après-procès.
La condamnation de tous les accusés ne peut pas être considérée comme la réponse finale à cette affaire. Déjà, on pense forcément à tous les cas qu'on n'a pas encore découverts et qui doivent être très nombreux. Sur la question de la soumission chimique, la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, s'est engagée. Elle a écrit un livre intitulé « Et j'ai cessé de t'appeler papa », dans lequel elle relate la relation qu'elle avait avec son père et à quel point cette relation a été complètement détruite quand elle a découvert les faits. Aujourd'hui, elle se demande si son père n'a pas également abusé d'elle. Elle a d'ailleurs porté plainte pour ces faits et une enquête préliminaire a été ouverte. Dans le livre, on apprend aussi que le petit-fils de Dominique Pelicot a également porté plainte contre lui. Caroline Darian a par ailleurs fondé une association qui est appelée Ne m'endors pas et qui vise à ouvrir la parole sur la soumission chimique. C'est un phénomène qui est encore aujourd'hui très peu connu. Alors il y a plusieurs années déjà, la parole s'est libérée, notamment en ce qui concerne le milieu de la nuit, le milieu festif, puisque des personnes ont témoigné avoir été droguées au GHP, puis s'être réveillées soit sans souvenir, soit en ayant la sensation d'avoir été violées. Mais en réalité, le phénomène de la soumission chimique peut également exister dans l'intimité d'une relation entre deux ou plusieurs personnes. D'ailleurs, selon les chiffres, plus de la moitié des cas de soumission chimique se passeraient dans la sphère intime, la sphère familiale. Déjà, l'affaire Pelicot en est un exemple, et plusieurs des hommes condamnés dans cette affaire ont répété le procédé sur leurs épouses et ont à leur tour proposé à d'autres hommes de venir chez eux pour violer leurs femmes. Caroline Darian a aussi été approchée par la députée Sandrine Josso, qui elle-même a porté plainte contre le sénateur Joël Guerriau, qu'elle accuse de l'avoir drogué à son insu. Depuis, la députée a été chargée d'une mission parlementaire sur la soumission chimique afin de faire connaître le phénomène, d'essayer de le chiffrer et de l'appréhender, mais c'est évidemment quelque chose de très difficile, puisque le principe même de la soumission chimique, c'est que la victime ne le sait pas et elle peut mettre des années à s'en rendre compte. Ensuite, l'affaire des viols de Mazan éclaire aussi sur une autre notion qui est celle du consentement. Au moment du procès, la définition du viol dans le code pénal français est particulière parce qu'elle ne fait pas référence à la notion de consentement. Le viol est prévu comme tout acte de pénétration qui est effectué par surprise, violence, menace ou contrainte. Il faut donc que le juge identifie une de ces 4 situations pour pouvoir qualifier le viol. Le problème qui se posait dans l'affaire de Mazan était de qualifier le viol dans le cas d'une personne qui n'est pas en état de consentir. Cette affaire a accéléré un processus législatif qui était déjà en discussion. Il s'agit du projet de loi qui vise à inscrire la notion de consentement dans la définition du viol. Alors concrètement, à quoi sert ce changement législatif ? Est-ce que ce serait simplement un changement symbolique ? Alors non, parce que ça pourrait permettre de changer le traitement juridique du viol. Grâce à cette nouvelle définition, on demanderait à la personne accusée de prouver qu'elle s'est assurée du consentement de son ou sa partenaire, contrairement à ce qu'il se passe actuellement, où la plupart du temps, c'est à la victime de prouver qu'elle a été violée. Et dans les faits, c'est souvent très compliqué, voire impossible. Le 2 avril 2025, l'Assemblée nationale a voté la proposition de loi intégrant la notion de consentement dans la définition du viol. Concernant Dominique Pelicot, il est soupçonné dans d'autres affaires. Alors déjà, comme je vous le disais, sa fille Caroline a porté plainte contre lui, mais il est également mis en examen dans une affaire d'agression sexuelle qui est antérieure au fait des viols de Mazan. C'est une affaire qui s'est passée en Seine-et-Marne en 1999. Une agente immobilière de 19 ans a rendez-vous avec un potentiel client pour visiter un appartement. Au moment de la visite, et alors qu'il est muni d'un cutter, il la ligote, la frappe et pose un chiffon avec de l'éther sur sa bouche. L'éther, c'est un liquide toxique qui endort une personne en quelques secondes au moment où il est inhalé. L'agente immobilière arrive à s'échapper tandis que l'agresseur prend la fuite. Et en août 2020, l'ADN de Dominique Pelicot match avec l'ADN qui a été retrouvé sur les chaussures de la jeune femme et sur la moquette de l'appartement. Lorsqu'on lui parle de ces faits, Dominique Pelicot les avoue, par contre il nie avoir porté des coups à la jeune femme. Il y a une deuxième affaire dans laquelle on soupçonne Dominique Pelicot. Il s'agit du meurtre de Sophie Narme en 1991. Dans la façon de faire, c'est très similaire à ce qui est arrivé à l'agente immobilière en 1999. Et on pense donc qu'il pourrait s'agir du même homme. La victime est également agente immobilière. Durant une visite avec un client, elle a été ligotée puis poignardée. Elle a également été endormie avec de l'éther. En revanche, dans cette affaire, Dominique Pelicot nie être l'auteur des faits. Je vais terminer cet épisode en rappelant le numéro vert qui sert à signaler les violences faites aux femmes. C'est un numéro anonyme et gratuit qui est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il faut composer le 39 19. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site servicepublic/CMI qui permet de signaler toute violence sexuelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté, très bonne semaine à vous et à bientôt dans les secrets du crime.